troisième point qu'a évoqué Mohamed Sifaoui, je crois, est sans doute celui qui est le plus fertile aujourd'hui pour ses conséquences, c'est-à-dire la révolution iranienne, où Ali Shariati, dont tu as parlé, est celui qui va proposer, à travers la traduction à laquelle il a mis la main essentielle du livre de Frantz Fanon, Les damnés de la terre, en persan, il va traduire le terme d'opprimé par Mustadafin, qui est un terme coranique qui désigne ceux qui sont faibles et qui sont les victimes des tyrans, et les oppresseurs, les mustakbirin, c'est-à-dire la figure du pharaon, etc. Et on va voir comment se substituent des oppositions d'ordre religieux et des oppositions d'ordre social. Et c'est là que, d'une certaine manière, se construit cette espèce de congruence entre islamisme et gauchisme que la révolution islamique, alors en éliminant le parti communiste iranien assez rapidement, parce que c'était un sens de pouvoir qui lui fait, mais la République islamique va rester profondément tiers-mondiste dans sa ligne à Chavez, au Venezuela et autres, et va réussir jusqu'à aujourd'hui à maintenir cette alliance entre les deux termes. Et Tarek Ramadan, auquel tu as fait allusion tout à l'heure, est finalement quelqu'un qui s'inscrit dans cette logique, dans cette variation de islamo-gauchiste qui a été mise en place, qui a été construite par la révolution iranienne. Alors, pour aller jusqu'au débat d'aujourd'hui, l'un de ceux qui a été les plus ravis, comme on dit à propos parfois de certains politiciens aujourd'hui en lice, en PACA, par la politique, par l'islamo-gauchisme iranien, c'est Michel Foucault, qui écrit sur la révolution iranienne un texte absolument extraordinaire où il fait l'éloge de Khomeini et de ses disciples, voyant là une alternative au marxisme traditionnel, la vérité, le peuple, la tradition, bon, sans, il vient là-bas d'ailleurs avec son copain, sans se préoccuper qu'au même moment, on commence à exécuter les homosexuels en Iran. Ça ne s'y intéressera pas directement. Mais néanmoins, cette fascination, et ça c'est aujourd'hui le plus frappant, c'est l'alliance entre, d'un côté, ces mouvements islamistes qui se représentent comme les défenseurs des opprimés, mais qui, sur le plan des mœurs, sont extrêmement conservateurs, et notamment des virulences terribles sur l'homosexualité, quel que soit par ailleurs le fonctionnement personnel d'un certain nombre d'entre eux. Et aujourd'hui, vous avez ce qu'on appelle l'intersectionnalité dans nos pauvres universités, où vous avez les groupes LGBT+, trans, etc., qui se font les alliés des mouvements islamistes au nom d'une lutte commune contre la laïcité fasciste de l'État français. Ce qui est quelque chose qui est assez stupéfiant et qui a vu se substituer les oppositions de classe sociale dans un monde où finalement le prolétariat français, ce qui en reste, vote aujourd'hui pour le Front National en sa majorité, a substitué ça à des enjeux d'identité, de religion, d'appartenance raciale, de couleur de la peau ou d'orientation sexuelle. Ça, c'est un bouleversement tout à fait important qui se produit aujourd'hui. L'universitaire, je ne vais pas reprendre les termes de la ministre, avec laquelle j'ai beaucoup de différences, car ce qu'elle dénonce, elle-même le met en pratique dans son cabinet, mais je ne vais pas dire que l'université est gangrénée, le terme est trop fort, mais la pression, et Aix-en-Provence pour les études arabes, c'est très important en particulier, la pression de l'islamo-gauchisme pour substituer à l'analyse de la société, des sociétés arabo-musulmanes contemporaines, une idéologie qui présente la norme à la place des faits est quelque chose qui est extrêmement important aujourd'hui et qui est, à mon sens, un véritable danger et qui, en fait, peut être assez bien restitué parce que l'idéologie ne vient jamais de nulle part.
elle dit le vrai, et elle stigmatise le faux, qu'elle condamne l'hégémonie. Et ce que je trouve très, très intéressant dans le travail de Mohamed Sifawi, justement, c'est qu'il montre, il restitue les cheminements qui nous amènent à ceci. Alors, à mon sens, c'est personnellement, je mettrais la, entre guillemets, révolution islamique, avec toute l'ambiguïté même de cette alliance de mots, si vous voulez, iranienne, comme l'élément fondateur, le moment de bascule. Mais pour revenir à la Turquie, il y a eu aussi cette espèce de mélange dans le message atatürkien, dont Jean-François nous a tout à l'heure indiqué les ambiguïtés. Alors après, on peut trouver des curseurs différents, des clivages différents, etc. Mais ce qui est frappant, c'est que, d'une certaine manière, Erdogan d'aujourd'hui se veut aussi le défenseur des opprimés. Et quand on a demandé à Jean-François tout à l'heure quel était le lien, je vous pose la question, entre Turquie et Iran, alors certes, il y a une sorte de différence structurelle, même si ce sont deux États-nations forts, contrairement à leurs environnements dans la région, qui ont utilisé à un moment donné de leur histoire l'exacerbation d'identités religieuses pour renforcer leur nationalisme et vice-versa. Mais il y a aujourd'hui, dans ce que moi j'ai appelé l'alliance fréro-chiite, la triplice fréro-chiite, un appui de la République islamique à Erdogan et vice-versa. Lorsque, tu l'as évoqué tout à l'heure, le 24 juillet 2020, donc le jour de l'anniversaire, du 93e anniversaire du traité de Lausanne, c'est toi qui me l'as appris tout à l'heure à midi, à 14h53, c'est-à-dire 1453, c'est la date de la conquête de Constantinople par le sultan Mehmed II Fatih, qui va donc transformer Sainte-Sophie, la basilique de Justinien, en la mosquée Hagia Sophia, même si celui qui est le plus immédiatement, qui vient à la rescousse d'Erdogan et qui dit bravo la réislamisation de Sainte-Sophie, elle demeurera une mosquée jusqu'à l'Apocalypse, c'est Ali Larijani, le conseiller du guide Khamenei. Donc il y a là... C'est vrai que si tu me permets juste le fait que les Iraniens pensent qu'ils sont quand même 10 000 fois plus intelligents que les Turcs et les considèrent avec beaucoup de condescendance. Comme des grands rustos, oui bien sûr. Comme des nomades venant d'Asie centrale. Comment? Comme des nomades venant d'Asie centrale. Non, mais toutes les blagues où on présente des gens un peu bas de plafond et qui ne comprennent pas ce qui se passe. C'est les Turcs. Et les Azéris. Dans les blagues. Le Turc et le Belge. Les Azéris, donc, je veux dire, voilà. Et puis il y a quand même chiisme et sunnisme. Moi, je voudrais juste dire un mot d'abord. C'est pas parce qu'on est dans une sorte de bal de jeunes filles à se faire des compliments, mais évidemment, il faut, je veux dire, outre tout ce qu'il apporte par ses enquêtes de terrain et ses révélations sur des points cruciaux véritablement de notre ligne de front, il faut quand même saluer l'immense courage de Mohamed, c'est un courage constant, véritablement face à des gens non seulement déterminés, mais qui, je dirais, sont parfaitement impitoyables dans leur caractère mécanique. C'est peut-être là où on peut revenir au mode totalitaire. Moi, ce qui m'a beaucoup intéressé dans l'islamo-gauchisme, qui encore une fois est une notion qui reste floue, sauf lorsqu'elle n'a pas une importance comme telle. Voilà. D'ailleurs, Taguieff qui reste floue, sauf lorsqu'on en arrive à des choses assez claires, par exemple. Je pense qu'on n'a pas tellement évoqué, mais dans ces dimensions totalitaires, il y a évidemment le fameux voyage du grand moufti de Jérusalem, invité par Hitler à venir bénir les divisions SS croates et bosniaques musulmanes, surtout les bosniaques musulmanes. Hitler disant d'ailleurs que ce beau moufti ne peut pas être un arabe, il doit être un descendant des Romains, parce qu'il a tellement de prestance en fait entendre un peu moins. Ce qu'on pourrait dire d'un terme phénomène juif où les questions juives, c'est un point de convergence entre ces islamistes et ces gauchistes, et on a un précurseur de l'islamo-gauchiste dans la personne de Roger Garaudy, dont les plus jeunes ne se souviennent pas, mais qui était un protestant devenu catholique, devenu communiste, qui était le responsable des éditions complètes de Lénine au
PC, mais qui purgeait les lignes pour qu'on n'arrive pas à voir véritablement quel mécanisme de terreur c'était, et qui s'est converti à l'islam wahhabite en son temps, et qui a été un négationniste de la Shoah. Oui. Même les wahhabites l'ont chassé. Mais il est évident que s'il y a une forte... À cause d'une belle algérienne, hein, c'est forte. S'il y a une s'il y a un fort indice de l'islamo-gauchisme, il consiste véritablement dans cet acharnement sur le juif. Et c'est là où on voit la dimension para-totalitaire ou totalitaire du phénomène. Et cette haine qui est présente dans le gauchisme au titre d'anticapitalisme de tradition, et qui est évidemment présente dans l'islamisme au titre d'une rivalité mimétique, cette combinaison, elle est particulièrement, je dirais, entre autres phénomènes, inquiétante pour nous, n'est-ce pas? Parce que très précisément, notre conscience européenne, elle est fondée sur, entre autres, l'événement de la Shoah comme un point de non-retour absolu. Et là, on a des groupes qui pensent exactement le contraire. Si je puis dire un demi-mot, c'est aussi peut-être, pour mettre une pierre dans le jardin de Jean-François, ou une flèche, une différence entre, en tout cas, la rhétorique d'Atatürk et celle d'Erdogan. Atatürk, tel que je le vois rétrospectivement, au fond, dans sa volonté d'exclure les minoritaires chrétiens et les Kurdes, les Grecs notamment de la Turquie qu'il crée, va nouer une relation relativement privilégiée avec la minorité juive de Turquie, même si elle a subi un certain nombre de pogroms et d'avanies, et l'un de ses éminents représentants, qui n'est pas comme tel, descendant qui est parmi nous dans cette salle, peut en témoigner mieux que moi. Néanmoins, à ma connaissance, il n'y a jamais eu dans le propos, dans la rhétorique politique d'Atatürk, l'affleurement de l'antisémitisme comme issu de l'islamisme politique, comme c'est le cas d'Erdogan aujourd'hui, qui ne peut pas se retenir d'une certaine manière, et qui, quand il y a eu l'affaire de Gaza, la guerre des 11 jours, le mois dernier, a finalement ruiné toutes ses capacités médiateur qu'il avait essayé de faire jouer auprès des Américains, c'est Sisi, Rachel Sisi qui a rappelé la mise, en expliquant que les Juifs, de toute façon, ne se repèsent que d'une chose, c'est de sucer le sang des enfants et de tuer les enfants pour boire leur sang. Ce qui est le vieux fantasme des Juifs qui égorgent des enfants chrétiens pour les asiles, je ne sais plus quelle représentation que s'en font les islamistes, et pour le sacrifice humain. Et donc, si tu veux, là, on est passé dans un autre, me semble-t-il, on est passé dans un autre registre. Alors après, qu'il y ait effectivement, à mon sens, chez Erdogan, il y a, contrairement à son prédécesseur, Necmettin Erbakan, qui était un islamiste, si j'ose dire, 100%, et pour qui Atatürk représentait la laïcité qu'il fallait éradiquer, et donc du coup, il n'a jamais réussi à dépasser un certain seuil de mobilisation en Turquie. Erdogan, lui, a mis à la fois ses pas dans celui de l'Atatürk militaire avec la réislamisation de Sainte-Sophie le 24 juillet 2020, parce que c'était le jour du traité de Lausanne, le militaire Atatürk qui reconstitue la Turquie face aux appétits impérialistes européens qu'il avait coupé en petits morceaux au traité de Sèvres. Et il se sert de ça, à mon sens en tout cas, pour tordre le bras de l'Atatürk laïque qui avait fait, avec toutes les réserves que tu as mentionnées tout à l'heure très justement, de Sainte-Sophie, entre guillemets, cadeau à l'humanité comme musée. Alors ce qui ne veut pas dire qu'il ne s'agit pas de distribuer des bons ou des mauvais points, mais je pense que Erdogan a eu, en termes politiques, une stratégie beaucoup plus habile que ses prédécesseurs, ce qui lui a permis, justement, en se basant également sur le rejet qui avait été engendré par un laïcisme turc militaire et qui s'est traduit par les exactions innombrables, dont tu as mentionné certaines tout à l'heure, y compris contre les minorités
ce qui lui a permis, finalement, en s'appuyant précisément sur cette espèce d'esprit islamo-gauchiste, de morasse islamo-gauchiste, tel que Mohamed l'a rétabli tout à l'heure, au début pendant les révolutions arabes, les printemps arabes, au début de la décennie précédente, 2010, Erdogan, c'était le chouchou absolu d'Obama. C'était l'esprit islamique, comment ça s'appelle, machin islamiste, c'est l'esprit du capitalisme. Éthique islamique, et oui, non, éthique islamique et éthique protestante et l'esprit du capitalisme, c'était éthique islamique et l'esprit du capitalisme. Et Erdogan était très souriant à l'époque, d'une certaine manière. Et il avait eu une politique de rapprochement envers les Kurdes qui était précisément une manière de se distancier de l'autoritarisme kémaliste en disant, mais dans une logique qui était, ce qui est important, c'est que nous serons tous musulmans et donc islamistes. Oui, mais ça, alors je suis désolé, mais ça, c'est exactement les textes d'Atatürk que Hamid Bozarslan, qui est même un homme, je dirais, d'excellente réputation scientifique. Il a fait sa thèse avec moi, donc. Oui, a bien étudié. Que dit Atatürk? Atatürk dit, parce que à un moment, quand on aura éliminé tous les autres, nous serons tous turcs et tous musulmans, alors nous serons tous laïcs. Ça, c'est la laïcité selon Atatürk, c'est-à-dire l'absoluité d'un modèle unique ethnico-religieux. Le deuxième point, c'est que Erdogan, évidemment, a été très malin, parce que s'il est allé en tôle la première fois, il a très mal vécu ça, il a compris qu'effectivement la voie islamiste ordinaire était bouchée. À ce même moment, on en était au 4e ou au 5e coup d'État militaire pour restaurer la démocratie en 30 ans en Turquie. Et l'Europe a fait savoir, les États-Unis ont fait savoir qu'on ne voulait plus de dictature militaire. Les généraux qui à ce moment-là étaient anti-islamistes et étaient les plus européistes n'ont plus voulu de l'Europe, qui voulait les mettre sur le régime des droits de l'homme. Et l'idée européenne était très forte à ce moment-là en Turquie, et Erdogan l'a ramassé, et il a ramassé tous les centristes, tous les gens de gauche formidables, de droite formidables, tous les libéraux, etc. Il a ramassé les Kurdes en faisant à tout le monde des promesses qu'avec lui on sortirait de cette Turquie fermée. Et on lui a donné les clés et il a refermé la triple tout à coup. Mohamed, dans l'histoire que tu as commencé à dresser des relations entre la gauche et les islamistes, est-ce qu'il n'y a pas une autre période où on voit un rapprochement, qui est la cause palestinienne, avec le terrorisme palestinien des années 70? Là, il y a eu un islamo-gauchisme, c'est-à-dire des gauchistes qui défendaient la cause palestinienne. Incontestablement, il y a eu en fait deux périodes, je vais résumer très vite. Première période où c'est le nationalisme arabe, incarné par le nasserisme notamment, et pas seulement, qui dominait la pensée de la rue arabo-musulmane, pour faire ça. C'est véritablement ces idées nationalistes d'une je dirais, alliance entre pays arabes ou arabisés. Tous ne sont pas ethniquement arabes. Les pays du Maghreb sont plus arabisés qu'arabes.